Der Frankreich-Blog ist wieder in Paris. Wir sind wieder bei Michel Sicard und wir machen noch ein letztes Interview über Sartre. Dieses Mal ist es Sartre, le voyage, la philosophie et l'esthétique. Bonjour Michel. Bonjour Heiner, très content de te revoir. Merci pour l'accueil. Je t'en prie, c'est un grand plaisir aussi. Alors nous allons tout de suite commencer. Oui, Dans nos derniers entretiens, nous avons parlé de la philosophie de Sartre, de son esthétique. Nous avons aussi évoqué ce voyage, mais il y a encore un sujet important, ce sont des façons, ou ces façons différentes de faire fonctionner le concept, venus de l'Orient et de l'Occident, et de profiter de leurs échanges. On peut dire que Sartre quitte parfois, ou même souvent, la sphère des concepts rationalistes occidentaux. Situons d'abord le sujet de notre entretien par rapport à l'œuvre de Sartre. alors effectivement, la tradition de la philosophie occidentale, c'est de poser des concepts extrêmement figés, qu'ils soient d'origine idéaliste, rationaliste, ou même de façon plus empirique, des concepts tirés de l'expérience, mais qui ont quand même une très grande valeur programmatique à l'intérieur de ce qu'ils intuitionnent. Or, j'ai l'impression que pour l'esthétique sartrienne, et notamment du fait que cette esthétique n'ait pas été formellement écrite, il y a une sorte de défiance à l'égard de la sphère des concepts. C'est que les concepts ne suffisent pas du tout pour rendre compte d'un phénomène esthétique. Donc la pensée de Sartre va refluer vers des zones de non-concept qui intuitionnent le réel artistique d'une autre façon. C'est-à-dire que même lorsque Sartre nous dit au fond j'aime quand même le beau, enfin, il essaie de se situer vaguement dans une esthétique de type kantien ou hegelien, mais en même temps, il se rend compte que cette idée du beau n'est pas tout à fait suffisante pour rendre compte de l'ensemble des phénomènes esthétiques. Et ça met en évidence que ces concepts sont purement occidentaux et que pour appréhender un phénomène, ils sont insuffisants. Heidegger, à peu près à la même époque où Sartre parlait beaucoup d'esthétique, avait écrit ses articles sur Masson, sur Giacometti, etc., Heidegger, dans ce livre qui s'appelle Acheminement vers la parole, et notamment dans ce texte que j'aime beaucoup, sur lequel nous reviendrons, qui s'appelle D'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande, Heidegger se pose la question, est-ce que vraiment on a besoin de ces concepts occidentaux pour traduire un phénomène culturel et par exemple les phénomènes en Orient? Est-ce que vraiment ça n'est pas normé, ça n'est pas imposé une philosophie rationaliste, platonicienne, aristotélicienne à des phénomènes qui sont beaucoup plus fluctuants et beaucoup plus volatiles? Et en effet, je pense que lorsqu'on regarde la façon dont on pense, par exemple, en Chine ou au Japon, on ne se sert jamais de concepts comme ça fourre-tout et on est plus attentif au contraire au vocabulaire. Par exemple, prenons au Japon, il y a un concept qui s'appelle le ma, qui signifie l'intervalle. C'est un concept qui désigne à la fois l'espace et le temps, c'est-à-dire que au fond, la vie qui se déroule dans le monde se fait toujours entre deux choses, entre deux termes plus ou moins stables, et le sujet se glisse de l'un à l'autre dans un espace qui est à la fois un espace architectural, donc spatial, purement spatial, et un temps, ce qui est le temps de la trajectoire,
de la trajectivité du sujet dans cet espace. Et donc on a là un mini-concept, une notion, mais aussi simplement un mot et un idéogramme, un sinogramme, parce qu'il s'agit comme d'une porte ouverte, hein, c'est figuré comme ça par quelque chose qui pourrait être comme deux carrés avec qui figure une porte, et puis ensuite il y a encore un qui est au centre et qui signifie le soleil ou la lune, donc la lumière qui vient entre les battants d'une porte dans le sinogramme. Et ce concept-là est finalement beaucoup plus éclairant que si on se met à parler du sujet, de toutes sortes de catégories tirées du monde occidental. C'est plus opérationnel. Oui, le vocabulaire est extrêmement important et on peut faire au fond de l'esthétique simplement avec des mots et en pointant un certain nombre de mots. Concernant le Japon, j'ai un livre que j'aime beaucoup sur le vocabulaire de la spatialité japonaise. Eh bien, juste montrer une fois, oui, qu'on puisse le voir. Donc, oui. C'est un livre fait par des chercheurs du CNRS et ils se sont attachés essentiellement aux mots qui désignent la spatialité, par exemple l'immeuble, la villa, etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'une baraque? Donc beaucoup plus qu'un dictionnaire d'architecture. Au lieu d'avoir le concept, par exemple, d'habiter, et encore ce concept heideggerien est très proche des concepts orientaux, mais on a quelque chose qui est désigné par les lieux, la maison, tel type de maison, et à l'intérieur les pièces, enfin, etc. Donc il y a tout un ensemble de termes qui désignent pas seulement des endroits, mais aussi des façons d'être et de vivre. Par exemple, il y a un concept aussi que j'aime beaucoup et que les gens qui se sont un peu intéressés au bouddhisme connaissent bien, c'est Wabi-Sabi. Alors Wabi, c'est le dépouillement, et Sabi, c'est la patine. Alors très souvent, ces deux concepts vont ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un intérieur très riche, très décoré, très ornementé, au contraire, on vide l'espace de tout ornement. On ne garde que quelques tables, chaises, quelques lignes, un bol. Et le bol, encore, il n'est pas neuf, il est usé. Il n'est pas brillant. Il a un reflet sombre. Et donc, voilà, on a un ensemble de termes comme ça qui désignent davantage des choses plutôt que des concepts qui sont hypostasiés. Et je crois que chez Sartre, le grand effort dans son esthétique, c'est de sortir des concepts hypostasiés et d'aller au contraire vers des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Par exemple, tout le travail qu'il a fait autour de l'idée de ligne. Évidemment, c'est un mot plastique aussi, mais il en donne une définition qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus terre à terre. Et également la question du mobile, de la mobilité, donc à propos de Calder, donc il en donne aussi, il lui donne une puissance extraordinaire, et donc on a affaire à un type d'esthétique qui sort un petit peu de la zone occidentale, qui essaie d'assigner les choses par un mouvement de surplomb. Là, au contraire, il s'agit d'une espèce d'immanence. Et alors, Heidegger a très bien vu ça, parce qu'il dit qu'au fond, il a du mal à se mettre vraiment dans la peau d'un Japonais, mais il se dit: pourquoi avez-vous besoin de venir chercher les concepts occidentaux, alors que chez vous, le mouvement d'appropriation de la structure se fait de façon naturelle par une sorte d'enveloppement et de parcours de celui qui éprouve ou qui se sert de la chose ou qui l'habite.
Et donc on a là, dans un long entretien, la découverte comme ça de cette approche, de cet acheminement, de cette appropriation, mais où l'appropriation n'est pas un résultat, nous dit-il, mais c'est un mouvement même, c'est le mouvement de s'approprier. Et en plus, les mots, les termes, les idéogrammes sont très intéressants. Par exemple, au Japon, c'est qu'ils ne désignent pas directement quelque chose. Très souvent, donc, ils disent un petit peu à côté, par un processus métaphorique ou métonymique, ils disent la partie pour signifier le tout. Par exemple, il demande Heidegger, parce que c'est lui qui demande, c'est pas l'autre, l'interview est en quelque sorte renversée. Quel est le mot pour parole? Et ça se dit kotoba. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ba, ça veut dire les feuilles et aussi en même temps les pétales. Et donc, et koto, là c'est ba qui veut dire les feuilles et les pétales. Et koto, ça veut dire l'appropriation avec un ravissement de ce qui gouverne l'appropriation de la chose. Et donc, voilà, on a, pour désigner la parole, quelque chose qui parle en même temps des pétales et de la façon dont on peut s'approprier ce mouvement des pétales. Et alors, le japonais propose de traduire ça par ravissement. Et Heidegger dit Koto serait alors l'appropriation de l'éclaircissante annonce de la grâce. Et il donne ce mot grâce pour désigner donc cette parole appropriante comme déploiement de la parole. Alors, chez Sartre, il y a un petit peu des choses du même ordre. Et notamment, le Japon a eu pour lui une très grande importance. Et je pense qu'un certain nombre de ses postures conceptuelles viennent d'une certaine idée qu'il a pu avoir du Japon. Tu te rappelles quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce passage des cultures si importantes chez Sartre? Alors, je m'en suis rendu compte, au fond, assez tard, mais j'avais une intuition en lisant La Nausée que quelque chose 38, n'est-ce pas? n'appartenait pas à la culture occidentale. Enfin, il y a deux aspects dans La Nausée, parce que Sartre est toujours, comme d'habitude, un personnage double. Il y a l'air de jazz, bon, la culture américaine qui arrive, et puis de l'autre côté, il y a ce personnage très énigmatique de Roquentin, qui bon, est une figure, selon moi, tout à fait japonaise de personnage, et qui erre, et qui va éprouver physiquement un certain nombre de concepts qu'il ne peut pas très bien définir, sauf en se les appropriant. Par exemple, la nausée, évidemment, la fameuse nausée. Et puis toute la structure aussi du livre est une structure d'errance, de découverte du jardin public. Et puis il y a la fameuse séquence de la racine de marronnier, où alors tout d'un coup il se met à entrer dans une étroite coalescence avec la chose même. Et là, au fond, il vient d'éprouver une sorte de satori. Devant la racine de marronnier, il éprouve l'éveil. Et donc là, il y avait quelque chose pour moi de japonisant. Malheureusement, quand j'avais Sartre sous la main, j'étais très jeune, je n'étais pas encore allé au Japon, et je n'ai pas pu l'interroger sur cette dimension-là, mais ça n'est qu'après que j'ai pu reconstituer le puzzle. Et au fond, l'influence japonaise dans la pensée de Sartre est une influence qui est venue en profondeur.
pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons presque anecdotiques, c'est-à-dire que il y a des personnages japonais qui ont servi aussi le rôle de passeurs dans l'autre sens, c'est-à-dire de la culture occidentale à la culture japonaise, cherchant à donner plus d'armature à leur philosophie et donc en essayant de capter des concepts occidentaux. Mais captant des concepts occidentaux, ils ont aussi passé des virus orientaux. Et Sartre a été contaminé, et notamment par une grande figure qui a joué, je crois, un rôle majeur, mais que j'ai découvert assez tardivement, c'est Kuki. On va en parler tout de suite. Kuki Shuzo, Oui. voilà. Après son agrégation, Sartre voulait aller à Kyoto comme assistant. Il a échoué, il allait à Berlin où il a fait ce grand voyage plus tard avec Simone de Beauvoir entre septembre et octobre 1966. Mais d'abord à Berlin en Allemagne, nous en avons déjà parlé dans une autre interview. Qu'en 1933 à Berlin, il n'écrit rien sur Hitler et les nazis. Par contre, beaucoup ont cru qu'il a déjà à l'époque étudié Martin Heidegger et qu'on retrouve les fruits de sa lecture de Sein und Zeit dans l'être l'union. Sartre, à cette époque, s'est-il vraiment laissé influencer par Heidegger? Oui, il a été très influencé par Heidegger et curieusement, celui qui l'a initié à cette phénoménologie, ça n'est pas comme on le fait croire ici dans un contexte franco-français, Raymond Aron, ou parfois aussi Emmanuel Lévinas, mais c'est Kuki. Kuki Shuzo est un philosophe japonais qui était venu donc d'abord en Allemagne puis à Paris et qui a assisté entre autres au cours de Heidegger. Et il est venu à Paris vers 1926-28 et qui l'a rencontré? Il a rencontré Sartre, mais rencontré, c'est plus que ça. Il a été désigné par l'École normale supérieure comme une sorte de répétiteur de Kuki pour lui enseigner la philosophie française. Et donc il a eu des entretiens hebdomadaires avec Kuki qui revenait d'Allemagne et qui avait pu assister aux cours de Husserl et aux cours de Heidegger. Oui. Et donc si la phénoménologie est arrivée jusqu'à Sartre, ça n'est pas par Raymond Aron, c'est directement par Kuki Shuzo. Oui. Vous devriez encore dire un mot sur Shuzo Kuki, né en 1888, mort en 1941, qui est professeur japonais. Et il a fait des études à Tokyo et passe de longs séjours en Allemagne, comme tu l'as dit, de 1921 à 1924, où il fait des études chez Heinrich Rickert. Et de 1924 à 1927, il fait en France la connaissance de Bergson. Il retourne en Allemagne et à Marburg et à Freiburg pour y suivre le cours de Martin Heidegger. Alors vraiment sur le qui-vive. Et ensuite, Kuki était parmi les premiers qui ont introduit Heidegger au Japon. En France, il fait la connaissance de Sartre. Sartre avait alors 23 ans, très jeune, et Kuki avait 40 ans. Et il recevait un enseignement de Sartre. Thorsten Botz-Bornstein a écrit sur cet épisode, il met enseignement philosophique en guillemets, c'est peut-être pas vrai parce que c'était vrai enseignement de Sartre pour Kuki, et cette rencontre était vraiment si importante pour Sartre. Apparemment, elle a été très importante. Bon, pour Kuki aussi. Et il y a un livre que un Américain a publié, là, qui est en fait une brève introduction à l'histoire de Kuki Shuzo et Jean-Paul Sartre, qui s'appelle Stephen Light. Et à l'intérieur, donc, il publie quelques articles de Kuki et il publie le cahier qui s'appelle Monsieur Sartre. C'est-à-dire, c'est un cahier de notes que Kuki a pris lorsque Sartre lui faisait la leçon sur la philosophie française, sur Brunswick, sur Bergson, etc. Et il y a d'ailleurs une page qui est de la main de Sartre et qui concerne d'ailleurs l'esthétique. Première solution, esthétisme,
volonté, volonté du néant, pessimisme, affirmation du phénomène et la négation de l'être, affirmation de l'être et négation du phénomène, Oui. avec une très belle écriture de Sartre déjà bien formée. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien, mais on peut imaginer, c'est que vu que Kuki Shuzo était déjà un grand professeur, il n'a pas fait que laisser parler Sartre, il lui a aussi parlé de ce qu'il était en train de faire. Et que faisait Kuki, le comte Kuki? Il écrivait un essai sur la Oui. contingence. En 32, n'est-ce pas? 32, je crois, oui. Oui. Et il avait déjà écrit une première version de ce livre qui est là, qui est la structure de Leakey, mais en 1926, la première version s'appelait L'essence de Leakey. Et donc, il n'a pas pu ne pas en parler à Sartre, parce que donc c'était quelqu'un qui visiblement aimait faire passer les idées et discuter. Et donc, comme il le voyait une fois par semaine, évidemment, c'est un temps considérable de dialogue. La structure de Leakey est un livre extrêmement important et encore aujourd'hui au Japon, c'est un des livres peut-être les plus étonnants du XXe siècle. Parce que donc Leakey, c'est une notion donc, qui signifie un peu gracieux, cool, distingué, enfin, etc. Et qui comporte trois éléments, la séduction, la vaillance et la mélancolie. Alors on comprend bien que dans la nausée, évidemment, ça correspond tout à fait au personnage de Roquentin. Roquentin a été un grand bourlingueur, voyageur, séducteur, et il a encore des conquêtes dans la nausée, il se remémore sa vie avec Annie, et voilà, il a un côté aussi comme ça, sans affectation, qui lui donne une espèce de grâce, et il est en même temps très vaillant et très courageux, notamment quand il défend l'autodidacte, donc pédophile, devant le conservateur de la bibliothèque. Et puis, il y a cet aspect de résignation mélancolique aussi, qui est le ton même, la tonalité même de la nausée. Et donc c'est frappant de voir comment cette idée a pu germer chez Sartre et il a pu prendre pour une partie de son roman, et la partie la plus importante, cette idée qui vient du Japon. Mais en ce qui concerne l'esthétique, il me semble que les répercussions vont être encore plus grandes. C'est-à-dire que cette philosophie n'est pas seulement une façon de vivre, une éthique, ça a aussi des prolongements dans l'ameublement, dans la structure visuelle, enfin, etc. Et Kuki Shuzo donc fait des chapitres sur l'expression artistique de Leakey, et notamment le rôle, par exemple, des rayures. Et peut-être cette idée d'exploiter les lignes, par exemple, lorsqu'il décrit chez Giacometti les lignes parallèles, enfin, etc. Et de décrire longuement le Diego à la chemise écossaise, c'est décrire une structure de Leakey. C'est-à-dire que l'idée, la forme visuelle et la façon dont on l'appréhende, et également la couleur, ces couleurs qui ne sont pas des couleurs franches, mais des couleurs cassées, ce sont des éléments de méditation très importants parce qu'il s'agit d'imprégner la conscience, de laisser au fond le concept venir à l'intérieur de la conscience. La sensation n'étant pas imposée de l'extérieur par un ensemble de signes sémiotiques, mais au contraire
par une espèce d'aura qui s'insinue progressivement à l'intérieur de la conscience. C'est-à-dire, ce qui fait la conscience, c'est cet ensemble de formes et d'intuitions et de mouvements de l'âme qui va à l'encontre de l'objet et lui donner un certain style qui est très, très étendu chez Cookie. Là, il parle par exemple du toucher, la sensation tactile agit directement sur la corde de la sensibilité et provoque un indicible émoi. Le goût, l'odorat, le toucher constituent la signification originelle de l'expérience. Alors, tout ça, la façon dont la nourriture envahit l'espace dans les romans, dont la caresse, la sensation, etc., sont là, c'est une façon de croiser la philosophie de Cookie. Et donc Cookie va réapparaître comme ça dans le texte de Heidegger dont je parlais vers les années 54, au moment même où Sartre aussi constitue pleinement son esthétique. Donc c'était une préoccupation à cette époque. Cookie était déjà mort, hein, donc il va mourir en 40 ou 41. Donc, mais sa philosophie a germé et l'Orient, le Japon est passé dans la philosophie occidentale, avec retard certes, mais il a traversé dans l'autre sens. Hein. Il y a eu un effet boomerang, donc d'abord Cookie est venu prendre dans la philosophie occidentale pour essayer de mettre des concepts en place selon la méthode occidentale. Il a clarifié effectivement sa pensée, mais en même temps, il n'a pas renié pour autant ce qui pouvait être oriental, et donc on a là un objet un peu mixte qui permet en tout cas de voir comment fonctionne le passage des cultures. C'est-à-dire, il y a une contamination des deux choses, c'est-à-dire que les espaces, au fond, se rapprochent et se polissent, vont à la rencontre l'un de l'autre et s'affinent. Et on peut dire que là, c'est quelque chose que Sartre a compris. Il a abandonné, Sartre, les gros concepts issus, par exemple, de Hegel. Enfin, de temps en temps, il y revient encore. Par exemple, dans Critique de la raison dialectique, c'est vrai que le concept d'histoire, etc., est là. Mais dans les œuvres, par exemple, Saint-Genet, puis L'idiot de la famille, on sent que ce sont des concepts davantage intuitionnés par la conscience qui vont apparaître. Par exemple, tout ce qu'il nous dit sur le rire, ça c'est évidemment un concept bergsonien, mais donc c'est quelque chose qui relève de l'expressivité, qui n'est pas à proprement parler un concept philosophique, mais il en fait une notion qui devient très importante. C'est-à-dire que tout l'idiot de la famille, en fait, est fait à partir de ces notions molles, plus ou moins issues de la pensée occidentale, plus ou moins issues de la pensée orientale, ou venant d'autres domaines, par exemple la psychanalyse, évidemment, l'idée, par exemple, d'hystérie, le sadomasochisme, etc. Ce sont des notions qui viennent donc de pratiques analytiques et d'observation, puisqu'en fait, bon, l'hystérie n'est pas un phénomène vraiment réel, c'est une façon de se durcir, parce qu'on a découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de stratégies et de leurres à l'intérieur de l'hystérie, mais c'est donc une façon pour la conscience de modifier son aspect et de lui donner un corps. Donc ce passage vers le corps, bon, Sartre va essayer de le récupérer à travers un certain nombre de notions. Par exemple aussi, le code des samouraïs, de la vaillance, etc., qu'on appelle Shudo. Ce code, par exemple, on va le voir ressurgir dans les rapports qui unissent Gustave Flaubert
et ses amis. Il va y avoir, Tout à fait, oui. dans l'idée de vassalité, dans l'idée de ce code de bonne conduite entre des amis travaillant à la même entreprise. Donc c'est une espèce de logique des samouraïs et de code éthique des samouraïs qui est importé à l'intérieur de l'idiot de la famille. Sinon on ne comprend rien, on ne comprend pas ce que ça vient faire là, cette éthique de la vassalité. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. En t'écoutant, je me rappelle beaucoup des chapitres des Lettres Lignon. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les rapports entre la philosophie entre la philosophie et l'art. Et les dernières pages de l'imagination de Sartre 1940 établissent un lien fondamental entre l'art et la liberté, n'est-ce pas? Alors la liberté, c'est un concept par contre valise, mais justement, étant donné qu'il n'a pas vraiment de forme structurelle très précise, Sartre a pu faire entrer beaucoup de choses et justement le mettre du côté du monde flottant. Au fond, c'est un concept flottant par excellence, parce que bon, la liberté, à part qu'elle passe les frontières et que justement elle se veut sans limite, ça n'est rien d'autre que aller au-delà de soi-même et dépasser les frontières. Donc ça peut être aussi considéré comme un concept presque bouddhiste. Et donc c'est très important de voir qu'au fond, un des grands concepts de Sartre était un concept comme celui-là, qui évidemment n'aurait pas été un concept d'un Kantien ou d'un heideggerien. Nous devrions encore parler d'un autre japonais, de Isaku Yanahira. Il a vécu entre 1818 et 1989, professeur de philosophie de l'université à Osaka. Il arrive à Paris en 1954 pour faire des études. Il fait la connaissance de Giacometti et devient son modèle jusqu'en 1961. Yanihara a aussi connu Sartre et devient son traducteur japonais. À nouveau, une rencontre entre l'art et la philosophie. Alors, ça, c'est une idée que j'ai trouvée intéressante parce qu'on vient de publier les écrits de Yanahara. Il y en a 2 volumes, c'est très intéressant. Bon, il y a, Tu nous montres aussi pour oui. qu'on puisse le voir. Une fois, je mets aussi les Et couvertures. là, on a une superbe image de Giacometti, mais qui a l'air d'un japonais. Merveilleux, oui. Et ça s'appelle Dialogue avec Giacometti. Alors, Yanayara était un philosophe qui voulait traduire l'être et le néant. Et je crois qu'il a finalement renoncé à son projet, mais il est venu en France plusieurs années. Alors, on dit, Bonnefoy dit qu'il serait allé voir Sartre et que Sartre l'aurait envoyé à Giacometti. Dans ses mémoires, il refait un petit peu la chose autrement. Il dit que c'est lui qui aurait d'abord rencontré Giacometti en demandant son adresse, etc., dans une galerie, et puis qu'il serait allé le voir et que finalement Giacometti lui aurait demandé de poser. Mais enfin, je crois qu'il y a eu une espèce de résonance là, dont Sartre est un petit peu le centre vide, un petit peu comme dans le théâtre de Beckett, là, dans cette pièce qui s'appelle Quad. Oui. Il y a un vide au milieu, puis des personnages rentrent, ils vont vers ce centre, et ils tournent et ils sortent. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que des personnages s'installent, donc voilà. Et Sartre est d'abord le personnage vide qui est au centre. Tout le monde tourne autour. Et puis ensuite, c'est Yanayara qui occupe la position du centre parce qu'il va être la personne portraiturée par Giacometti. Il aurait posé 230 fois pour Giacometti, c'est-à-dire il va être rigoureusement accaparé par
cette tentative. Donc Giacometti essayait sans cesse de travailler sur son visage et de peindre ou de sculpter son visage, et à chaque fois il constatait une sorte d'échec parce que ce visage oriental était en tout point différent des visages occidentaux qui étaient plus expressifs, avec des contours plus marquants, qui portaient des marques de leur intériorité comme des stigmates sur leur chair. Mais le visage de Hanayara était une espèce de plénitude, et donc il y a des phrases tout à fait intéressantes sur cette lutte entre le peintre et la figure qui finit par s'estomper, devenir quasiment impossible. Alors, on voit là, par exemple, j'avais déjà utilisé un portrait de Yanayara pour une exposition Sartre à la Villa Médicis en 1987. Et on voit ce personnage qui est d'ailleurs dans une structure assez analogue à ce que je disais plus tôt pour Leakey. C'est-à-dire qu'on a des fonds tout à fait gris, quelque chose qui relève des tons cassés, et puis également un certain nombre comme ça de lignes, mais qui n'obéissent pas toujours à des symétries, mais enfin il y a très souvent des parallèles comme ça, donc qui s'établissent de part et d'autre, et qui vont désigner ces fameuses rayures verticales que Leakey affectionnait, et qui donnent une espèce d'impression de transcendance à l'intérieur des figures. Donc c'est au moment, au fond, où Sartre vient d'écrire son texte sur Giacometti que Yanayara surgit. Il a une influence aussi directe sur l'imaginaire sartrien. Et donc, voilà, il va lui donner une autre dimension à Giacometti, il va lui donner un aspect peut-être plus métaphysique, et donner à ses personnages un aspect plus impénétrable, parce qu'il y a eu une vingtaine au moins de portraits de Yanayara. Et donc ça devient une sorte de figure énigmatique qui est tout à fait intéressante, et il va entrer dans une sorte d'intimité familiale avec les Giacometti, qui vont vivre pendant plusieurs années à trois, parce que finalement Yanayara va finir par avoir une liaison avec Annette, donc ça fait un remake de Jules et Jim, hein. Et donc on a cette structure qui est analogue aussi à ce qui se passe du côté de Sartre. Et alors Yanayara très astucieusement raconte un de ses entretiens avec Sartre rue Bonaparte, où Sartre lui dit d'attendre une visite, de discuter avec lui jusqu'à ce que quelqu'un arrive, et arrive Simone de Beauvoir avec Lanzmann, et donc à nouveau un trio. Et Yanayara dit que bon, les structures étaient tout à fait analogues, les structures de vie étaient tout à fait analogues entre ce qu'il vivait avec Giacometti et ce que Sartre vivait avec Simone de Beauvoir et Lanzmann. Du point de vue de l'esthétique qui nous intéresse, c'est que bon, il y a cette idée que au fond l'artiste se collecte avec la matière, avec la peinture, pour essayer de faire quelque chose, de faire une forme et d'animer cette forme. Mais finalement, bon, la forme elle-même est insuffisante, et donc c'est peut-être pourquoi il vaut mieux vivre
et que la véritable réponse, donc c'est peut-être l'amitié amoureuse, amitié avec Giacometti et amitié amoureuse avec Annette, qui est la réponse, c'est-à-dire au fond, c'est le vécu et c'est la représentation qui s'effondre. Donc c'est l'histoire en même temps d'une série de tentatives et d'une série d'échecs pour donner une matérialité à cette aventure plastique. Bon, il n'empêche évidemment que ces portraits moitié réussis, moitié ratés sont très très beaux et forment un étonnant ensemble autour de cette figure qui reste un petit peu énigmatique, qui reste comme l'X de la représentation et qui donc en même temps consomme l'échec de l'en-soi. Au fond, il n'y a pas de possibilité d'avoir une vérité, comme le croient certains philosophes encore aujourd'hui en peinture, mais que c'est au contraire la succession des échecs a constitué la structure qui constitue la vérité. Oui. Donc il y a une insuffisance de la structure. C'était ce que Giacometti recherchait dans les textes rapportés par Yanayara. C'est pas dans ces textes-là, mais c'est dans un entretien qui se trouve dans les écrits de Giacometti. Il y avait eu déjà quelque chose de publié, et Giacometti s'intéressait à la façon dont la structure était très importante à l'intérieur d'un visage, comment un visage était construit, etc. Mais finalement, c'est plutôt une boule de non-sens qui intervient, qui est bien dans la tradition bouddhiste, c'est-à-dire que l'on pense une chose ou que l'on pense son contraire, qu'il y ait matière ou qu'il n'y ait pas matière, qu'il y ait naissance ou qu'il y ait mort, qu'il y ait non-naissance ou non-mort, nous nous trouvons en présence toujours du même phénomène dans une espèce d'interdépendance des choses avec l'environnement et avec les autres. Donc c'est cette tentative-là qui est retranscrite à l'intérieur de cette esthétique giacomettienne, mais qui trouve évidemment des prolongements, notamment dans ce que Sartre a étudié à propos de Vols. Chez Vols aussi, il y a des questions de structure, d'abord des visages, des Janus bifrons, et puis finalement les Janus bifrons finissent par s'effondrer, et nous nous trouvons dans une présence plus informelle, plus passante, où là aussi la question du passage est une question très 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 importante, et donc on se trouve en présence d'une transformation des formes les unes dans les autres. Chez Vols, dans l'exemple qu'affectionne Sartre de la grande barrière qui brûle, je voudrais faire remarquer que c'est encore une structure de liki, c'est-à-dire ces poteaux qui sont alignés les uns à côté des autres et qui en même temps abolissent leurs frontières. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc c'est une influence qui s'est mise progressivement à imprégner l'ensemble de la philosophie esthétique sartrienne. Chez Giacometti, il y a encore quelque chose de très important qui se trouve dans les confidences de Yanayara, c'est que Giacometti avait insisté pour voir du kabuki. Il y avait une troupe de kabuki qui circulait à Paris au moment où Yanayara était présent dans la capitale. Et il avait voulu voir ce spectacle de kabuki. Yanayara n'était pas un grand spécialiste de kabuki, comme beaucoup d'ailleurs les Japonais, ils cachent un petit peu leur culture, mais elle est tellement ancrée en eux qu'elle ressort. Mais de toute façon, c'est comme lorsque je discutais avec un de mes traducteurs, la Harumi Izaki, il n'était pas du tout spécialiste de philosophie bouddhiste, ni de zen, ni de théâtre no. Eh bien, c'était de même pour Yanayara,
il ne connaissait pas beaucoup de choses dans le kabuki, mais il avait obtenu des places quand même pour y amener Giacometti. Et Giacometti ne tarissait pas d'éloges devant cette troupe de kabuki qui, somme toute, était d'un niveau assez médiocre. Mais dans la façon dont les choses étaient représentées pour Giacometti, c'était une très très grande leçon. Il y a un certain nombre de photos à l'intérieur de ce livre où l'on voit les fameuses représentations du kabuki. Et Giacometti aimait bien le spectacle, les figures du pont, du lion, enfin, etc. Donc il y avait un très très grand nombre de figures qui intéressaient Giacometti. Et effectivement, cet aspect un peu théâtral, il est probable qu'il en est resté quelque chose d'accentué chez Giacometti, mais aussi chez Sartre. C'est-à-dire que il y a chez Sartre un aspect théâtral qui n'insiste pas sur les figures de boulevard, mais au contraire plutôt sur la façon dont le geste s'organise pour désigner quelque chose qui se trouve au loin. Le geste dans le kabuki est extrêmement important. On n'a au fond pas besoin de se déplacer. Il y a comme dans le théâtre No, dans le théâtre kabuki, une extrême lenteur du geste lui-même, mais ce qu'il signifie est très très important. Et les gestes ne sont pas simplement des gestes type du montreur ou le geste de l'éploré ou des mains jointes, enfin, etc. Mais ça peut désigner aussi des éléments totalement extérieurs. Dans l'entretien de Heidegger avec un japonais, le japonais lui fait une démonstration de théâtre No et lui dit, pour montrer une montagne dans le théâtre No, on met la main au niveau de ses yeux et on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une montagne. C'est-à-dire, regarder au loin un sommet désigne à la fois quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le geste lui-même. Alors je crois que là aussi, chez Sartre comme chez Giacometti, il y a eu comme ça une décantation des gestes jusqu'à retenir vraiment ce qui était l'essence même du mouvement. Par exemple, cet homme qui marche chez Giacometti, ou ces personnages qui se font face dans une place, ou cette main qui montre. Voilà, ça c'est typiquement kabuki. On comprend pourquoi le kabuki intéressait Giacometti. Alors si on remonte maintenant un peu dans l'être et le néant, on voit qu'il y a des choses analogues. Par exemple, le garçon de café. Cette scène fameuse. Évidemment, donc il y a quelque chose un peu du théâtre kabuki, parce qu'il circule, il glisse entre les tables avec un plateau, il se penche, il revient. Et donc il y a là une espèce de scénographie très très simple de ce que peut être la distribution de nourriture et en même temps le fait de se mettre au service des autres et de donner. Voilà, le geste du donneur est tout à fait inscrit dans ce magnifique ballet du garçon de café. Chaque fois quand je suis dans un restaurant, je regarde les garçons qui jouent. Après son agrégation, il a échoué avec son projet d'aller à Kyoto. Or, il a fait son grand voyage au Japon avec Simone de Beauvoir. Et il y a un livre de Tomiko Asabuki, c'est le 28 jours au Japon avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui est apparu en 1966 en France. Et l'université Keio et les éditions Jimbun Shoin organisaient 3 conférences au Japon, rapporte Hélène de Beauvoir, n'est-ce pas? Ce sont les 3 conférences plaidoyer pour un intellectuel, paru plus tard dans Situation 4, Situation 8 et en livre de poche, n'est-ce pas? Oui, alors sans doute
Ce voyage a-t-il été organisé à la fois par les instances japonaises et par les services culturels français? Et là, Sartre faisait son travail de passeur de culture française, c'est-à-dire que il a parlé donc des intellectuels, du marxisme, etc. Et donc, bon, le contenu de ces conférences n'a pas un rapport très direct avec le Japon. Là, il a porté de la culture occidentale. Par contre, le contenu du voyage est intéressant. Ça a été fait donc par la traductrice qui a tenu un journal très strict. C'est un journal beaucoup moins intéressant visiblement que les écrits de Yanayara à propos de Giacometti, mais elle a répertorié les lieux où ils sont allés, et notamment évidemment Kyoto, donc on les voit photographiés devant le pavillon d'or. Et il y a quelque chose qui pour moi est intéressant aussi, c'est la connaissance que Sartre pouvait avoir d'une certaine littérature japonaise. Par exemple, ils ont ramené pour les temps modernes dans leur bagage Tanizaki, le journal d'un vieux fou. Sartre venait juste de publier son autobiographie, mais sur sa prime jeunesse. Et là, on avait une autobiographie sur la vieillesse d'un auteur. C'est très intéressant le renversement et le fait que Simone de Beauvoir avait aussi écrit sur la vieillesse. Donc on voit là comment il y avait un mouvement aussi de balancier. Ce texte a été publié assez rapidement dans les temps modernes, je crois vers 1966 ou quelque chose comme ça. C'est un texte magnifique que j'aime beaucoup, hein, où on voit toute la verve de Tanizaki, qui est un vieillard et qui séduit ou essaie de séduire Satsuko, sa belle-fille, en la regardant dans la salle de bain, n'est-ce pas? Et alors elle lui demande de lui essuyer le dos, et puis, mais alors il en profite pour lui donner un baiser, et donc petit à petit elle le gifle, mais cette gifle évidemment pour ce vieillard qui aimait bien le sadomasochisme a un goût tout à fait extraordinaire. Donc on a là toute la description de ces sensations, et puis il y a des épisodes, finalement il obtient de pouvoir embrasser ses doigts de pied sans voir le reste du corps. Donc elle sort la jambe du rideau de douche et elle embrasse donc ses doigts de pied. Donc c'est toute cette sexualité un peu trouble. Il me semble continue parfaitement ce qu'avait commencé à penser Sartre dans par exemple le Saint-Genet. Enfin donc voilà, il y a là des éléments de perversion très douce, hein, parce que c'est fait avec beaucoup de finesse, qui envahissent, et surtout cette idée d'un corps malade et diminué qui essaie d'éprouver les sensations sexuelles aux limites de ses possibilités. Et là, c'est évidemment une leçon existentielle extraordinaire. Alors, donc Sartre est un merveilleux capteur de ces choses-là. Donc il avait vu vraiment, et d'ailleurs, quand il est allé au Japon, il a déclaré que Tanizaki aurait dû avoir le prix Nobel, qu'il était mort trop tôt. En mars 2004, lors d'un colloque sur Sartre et le Zen, tu as parlé de la peinture abstraite et le Zen. L'intérêt de Sartre pour le bouddhisme date de son voyage au Japon. Non, c'est bien avant, à mon avis. Je pense qu'il y a, à travers Kuki, des choses qui sont passées et qui l'ont amené à remanier considérablement, notamment le concept de temps. Oui. C'est-à-dire que le temps n'est pas un temps de l'histoire, n'est pas non plus le temps de l'historialité heideggerienne. C'est un temps qui est plus vaste
et donc qui permet de comprendre qu'un instant renvoie à la totalité d'un tout. C'est un petit peu ce qu'explique Dogen dans un texte sur le temps qu'on a souvent traduit l'être-temps, qui s'appelle Uji. Mais en fait, une nouvelle traductrice l'a traduit par le temps qu'il y a. Et moi, je pourrais dire aussi le temps des il y a, c'est-à-dire le temps du là où la chose se présente comme une petite goutte d'existence. Mais cette goutte réfracte évidemment tout le reste. Oui. Donc ça, c'est une intuition bouddhiste, cette idée de quelque chose qui s'interpénètre, de l'interpénétration des choses, des existants, des existences. C'est quelque chose qui est profondément bouddhiste chez Sartre. Et il a toujours cette idée de nous donner les multiples adhérences de ce petit événement singulier. Dans les mots, par exemple, aussi, c'est très net, n'est-ce pas ? Il a un art pour essayer de monter ces petits événements dont il se souvient, un petit peu comme chez Soseki d'ailleurs, chose dont je me souviens, le catalogue, c'est fait comme des biographèmes. Et donc il y a là une construction qui est un petit peu analogue à cette filière japonaise. Nous marquons une pause, oui. Oui. Oui, c'est Qui est-ce exactement Alors, donc c'est l'œuvre majeure de Dogen qui est en fait la réunion de tous les textes qu'il a dit ou publiés. Dogen était un moine fondateur du Zen Soto. C'est la même tendance que Kuki, qui était aussi bouddhiste, de tendance Zen Soto. Également, les samouraïs sont bouddhistes, c'est-à-dire que le bouddhisme n'est pas simplement quelque chose qui est dans la douceur, ça peut être aussi dans une certaine bravoure, dans une certaine vaillance. Il y a comme ça une éthique samouraï qui relève aussi du bouddhisme. Mais donc Dogen est un philosophe très très important qui a été redécouvert quasiment au XXe siècle. Enfin, il était important dans le bouddhisme, mais il a pris une dimension philosophique plus importante aujourd'hui qu'on a tous les textes. Et effectivement, concernant le temps, je crois que ça c'est un texte majeur, ce texte Uji dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il insiste surtout sur la qualité du présent, sur le sens du présent dans le vivre. Alors que d'habitude, et pour Sartre de temps en temps aussi, on a l'impression qu'une existence, c'est comme ça, un début, puis une maturité, une fin, avec des expériences qui s'additionnent les unes aux autres. Il a dit l'homme n'est que la somme de ses actes, etc. Bon. Mais il y a un autre aspect qui est le vivre au moment même où ça arrive, où le présent est choix. Et au fond, c'est ça qui est important, c'est pas la statue qu'on veut bien se construire, ce que essaient de faire très souvent les hommes politiques, que faisaient les pharaons. C'est au contraire d'essayer de s'imaginer qu'il n'y a rien d'autre que ce qui est en train de se vivre au moment même où on le vit. Et c'est ça peut-être la véritable existentialité, c'est-à-dire que c'est le vécu au moment même où il se fait, où il se tisse. Le vécu est aussi dans l'idiot de la famille un concept voilà. important. Donc cette idée de temps est évidemment très importante et ne se réduit pas à la temporalité de la conscience qui vit. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a une pluralité d'êtres et de choses, il y a une interrelation des temps les uns avec les autres.
par exemple, il nous dit, s'il en est ainsi, le pain aussi est le temps, le bambou aussi est le temps. Ne pensez pas que le temps ne fait que s'envoler. Ne considérez pas non plus que s'envoler soit seulement la capacité du temps. Si on confiait le temps seulement au s'envoler, il devrait y avoir une lacune. Si les gens ne prêtent pas l'oreille à l'expression du temps qu'il y a, c'est parce qu'ils croient que le temps ne fait que passer. En un mot, tous les il y a entiers de cet univers entier sont des temps qui s'entrelacent. Puisqu'il s'agit de temps qu'il y a, c'est à moi qu'appartiennent ces temps qu'il y a. Et alors, c'est une capacité extraordinaire pour l'ego, justement, de sortir de son ego et de s'ouvrir, de se multiplier si l'on entre en résonance avec les autres temps. Donc c'est très très important et c'est peut-être un peu ce qu'a voulu faire Sartre. On a dit très souvent il a touché à tout, etc. Il a discouru sur tout, sur ce qui se passait à l'étranger, ce qui se passait en France, sur les arts, sur etc. C'est parce que il voyait qu'il y avait des temps différents et il essayait au fond d'être l'écho qui entrelace ces temps, d'être la salle de résonance de tous ces temps-là. Donc voilà, ça c'est une vision parfaitement bouddhiste qui introduit une autre idée de la temporalité et aussi de la spatialité, parce que à ce moment-là, les contours des identités ne sont plus vraiment stables. C'est ce qu'il essaie d'expliquer dans ce fameux texte à propos de Vols qui s'appelle Doigt et non-doigt, c'est-à-dire que au fond, pour définir la présence d'un doigt ou d'un livre, tout ce qu'on veut, il faut passer par tout ce qu'il n'est pas, ce doigt. Donc, prendre conscience de tous les autres existants pour savoir en quoi celui-là se différencierait peut-être, différencie-t-il vraiment des autres. Et donc, il y a un parcours très très important et c'est une philosophie de la spatialité, je crois, chez Sartre, en ce sens. C'est pour ça qu'on avait centré cet entretien autour des voyages, c'est-à-dire que c'est une idée du voyage, c'est-à-dire que cette conception ne peut se faire sans des voyages dans l'espace et dans le temps, dans les temps. Dans le temps n'étant pas simplement l'idée de remonter le passé, ou etc., comme dans les films pour les enfants, mais l'idée de regarder les temps vivants qui sont vécus par d'autres de façon différente, le temps d'une cigale, etc., ou le temps d'un corbeau ou d'un homme ne sont pas les mêmes, ou le temps d'un objet. Donc voilà, ces temporalités différentes, elles ont des points de contact, mais en même temps elles ont des durées différentes, et c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre pour essayer d'apprécier le monde. Donc il faut se déplacer, il y a une profonde éthique du déplacement. Les cahiers de Sartre sur la morale essayaient de constituer la notion d'histoire au sens hegelien du terme, et finalement y renoncer. Je crois que il y a un échec de l'histoire, à la fois au sens de science de l'histoire et de l'historicité en grand, mais il y a au contraire des parcours en tous sens qui sont faisables. Et donc, voilà, il s'est beaucoup déplacé, Sartre, et quand il n'arrivait pas à se déplacer lui-même, parce qu'au fond, il avait aussi ce virus français d'être assez sédentaire, il a fait en sorte que cette culture vienne à lui. Je voulais signaler aussi un point très important, c'est la revue Les Temps modernes. On a très souvent considéré les temps modernes comme une entreprise par un maître à penser, n'est-ce pas, qui se constituerait une sorte d'équipe de réflexion autour de lui
et qui constituerait un empire intellectuel. Il y a eu un livre d'ailleurs d'Anna Boschetti qui s'appelle Sartre et les temps modernes. C'est un livre très impressionnant, très bien documenté, etc., qui va assez loin. Mais je crois que l'hypothèse dont elle part est fausse. C'est-à-dire, elle part de l'idée d'un intellectuel comme ensemble synthétisant les savoirs et donc essayant de diffuser une idée, une aura qui serait une. Et ce mouvement n'est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que si on regarde les temps modernes, du temps de leur splendeur, bon, maintenant c'est une revue qui se survit à elle-même, dirigée par des gens qui ne comprennent pas très bien ce qu'ils font, mais du temps dans les années 45, 48, ça a été fait 48, 50, 55, 60, cette revue a importé énormément de savoir qui venait de l'étranger. Oui, donc je voudrais encore te poser cette dernière question parce qu'elle résume ce que tu dis. Les résultats et les traces de ces voyages, on les trouve donc partout dans l'œuvre de Sartre, mais surtout dans les temps modernes, qui rassemblent le mieux les influences de culture dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, Yanaï Hara raconte que Giacometti lui avait confié que Sartre adorait Triste Tropique de Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'il y a une part, par exemple, très importante d'anthropologie à l'intérieur des temps modernes, et on trouve des articles formidables sur le cannibalisme dans je ne sais plus quelle tribu, sur les Dogons. Enfin, il y avait, par l'intermédiaire de Pouillon, qui était secrétaire de Lévi-Strauss, il y a eu énormément de publications concernant l'anthropologie. Donc toute cette culture et les poèmes de toutes les nationalités, Zara Kirsch, par exemple, la grande poétesse allemande, a été publiée alors qu'elle avait peu publié encore dans les temps modernes, Tanizaki, Solzhenitsyn, enfin, etc. Bon, toute cette rencontre de culture est arrivée de tous les quatre coins du monde, et Sartre l'appelait de ses voeux, lui-même se considérant plutôt comme un centre vide qu'un maître à penser plein qui diffusait sa pensée. C'est-à-dire, il a opéré une certaine diffusion de l'existentialisme en faisant le vide de sa personne et au contraire en accueillant, en entrant en empathie, et ça aussi c'est une notion bouddhiste, avec les luttes en Afrique, en Amérique latine, avec les gens qui étaient soumis à une dictature soviétique, enfin, etc. Et alors, en ce qui concerne ces voyages à l'Est, au début je n'ai jamais très bien compris qu'est-ce qu'il pouvait trouver de si fabuleux aux communistes des pays de l'Est. Mais il a fait énormément de voyages, il était très lié à Lena Zonina, qui était sa traductrice russe, avec qui il a eu une assez longue liaison, qui est elle-même venue en France, et donc il allait plusieurs fois par an, parfois en Union soviétique. Et je pense que c'était aussi pour entrer en empathie avec les pays qui étaient totalement différents, et essayer de passer les cultures, de faire passer les cultures vers son propre pays. Que le pays ne reste pas isolé dans une espèce d'opinion qui était très répandue chez les gens de droite franco-française. Déjà que les Français en général ne parlent pas les langues étrangères. En plus, ils étaient cloisonnés et reclus dans leur propre conception. Eh bien, Sartre a ouvert évidemment vers la philosophie allemande, vers des penseurs japonais, vers l'esthétique japonaise,
vers les Américains, vers Calder, etc., vers tous les gens qu'il a pu croiser aux États-Unis lors de ses voyages. Et donc tout ça fait un monde vraiment complexe, multiculturel, qui se définit en se croisant et en s'entrelaçant. Moi, je crois beaucoup à cette idée de l'entrelacement des cultures. Au fond, il n'y a pas de choses qui soient totalement hétérogènes. Il y a les systèmes communiquent toujours par quelque forme que ce soit, et de toute façon, il y a eu toujours, même dans les temps les plus reculés, des déplacements. Les formes architecturales des grands bâtiments, souvent c'était les mêmes artisans qui faisaient les églises et qui faisaient les mosquées. Donc il y a eu comme ça une espèce de dissémination des mêmes intuitions architecturales, des mêmes ustensiles, des mêmes chamanismes, dans des coins les plus éloignés de la planète. On peut retrouver les mêmes formes chamaniques en Afrique et en Corée, par exemple. Dans les masques, il y a quelque chose aussi qui peut être comparable entre les masques africains et les masques dans le monde asiatique. Donc, on a là des phénomènes transculturels et dans le bâtir aussi qui sont tout à fait intéressants. On peut construire avec des architectures de terre et de poutres et de bois, à la fois en Normandie et en Chine, au fin fond du Japon. Donc, il y a là quelque chose qui entre très profondément en résonance avec les possibilités de construire et avec les préoccupations humaines. Donc la différence des cultures, au fond, n'est pas tout à fait fondamentale. Il y a une traduction qui se fait de façon organique à l'intérieur des cultures avec des équivalences et des choses qui sont tout à fait analogues à la fois dans le sens et dans la fonctionnalité. Et donc Sartre est un des premiers à avoir compris cette interpénétration et ce déplacement des cultures qui me retient en ce moment. Merci beaucoup, Michel. Merci.